Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Le président Bazoum a le moral, vous savez, c'est un grand combattant. Vive tension au Niger où des militaires ont affirmé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Il s'agit du troisième coup d'État dans la région du Sahel depuis 2020, après ceux perpétrés au Mali et au Burkina Faso. Dans une déclaration lue à la télévision, des militaires en tenue ont justifié ce coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Fin de citation. Ils ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes et l'instauration d'un couvre-feu sur tout le territoire du Niger jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a envoyé comme médiateur le président béninois Patrice Talon. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Depuis mercredi, le président Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille à l'intérieur de sa résidence par la garde présidentielle à laquelle les putschistes semblent s'être ralliés. Allié de Paris, le Niger est confronté depuis plusieurs années à la violence des groupes djihadistes qui opèrent dans la région et où l'influence russe est de plus en plus marquée. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains.
Conséquence de ce putsch, la suspension des institutions, la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu entre 22h et 5h du matin. Le président Bazoum, lui, est détenu par les militaires putschistes à la présidence de Niamey. Un élément nouveau est intervenu ce matin. Le ministre des Affaires étrangères nigérien rejette le coup d'État. Il n'y a pas de fait accompli. Le pouvoir légal et légitime est celui exercé par le président élu du Niger, qui est le président Mohamed Bazoum. Non, il y a eu une tentative de coup d'État, mais évidemment que nous ne pouvons accepter. Nous considérons, nous sommes certains que d'abord, ce n'est pas la totalité de l'armée qui est à la tête, qui a engagé ce coup d'État. La preuve, c'est que le commandement de l'armée ne s'est pas exprimé. Deuxièmement, le peuple nigérien ne peut plus accepter cela. Plusieurs centaines de partisans de Mohamed Bazoum ont tenté hier de se rassembler. Une manifestation rapidement dispersée à coups de tirs de sommation. On est ici pour défendre la démocratie, on est ici pour défendre la République, on est ici pour montrer notre attachement à l'état de droit. Le président béninois Patrice Talon devrait se rendre ce jeudi à Niamey. Il souhaite y mener une médiation avec la garde présidentielle et le président Bazoum. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. C'est Bazoum. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger est le 3e État africain à avoir été le théâtre d'un putsch militaire depuis 2020. Après le coup d'État du 26 juillet dernier. Avec nous, Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement du président Bazoum. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait spécialement le déplacement à Paris pour revenir, pour répondre à nos questions dans nos studios. Merci à vous. Je vous remercie également. Alors, monsieur le Premier ministre, la première question un peu sur la légitimité. Est-ce que je m'adresse au chef du gouvernement en charge d'un pays dont le président est Mohamed Bazoum? Bien sûr, vous vous adressez au chef du gouvernement d'un gouvernement dont le président est Mohamed Bazoum, qui se porte bien. Je viens de lui parler et je lui ai également parlé de mon intention de me rendre chez vous pour cette interview. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que le président Bazoum, on le sait, est retenu depuis maintenant quelques jours dans la dépendance du palais présidentiel avec son épouse et son fils. On sait qu'il va bien, qu'il peut parler. Dites-nous un peu ce qu'il vous a dit. Est-ce qu'il a le moral? Est-ce qu'il sent qu'il y a une sortie de crise? Comment est-il? Le président Bazoum a le moral. Vous savez, c'est un grand combattant, c'est un syndicaliste chevronné. Et également, comme vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a toujours son franc-parler. Et donc, si il appréhende cette situation avec optimisme, c'est que on peut le croire. Il espère vraiment que les choses vont évoluer dans le bon sens. Est-ce qu'on lui a demandé de démissionner? Est-ce que vous savez si, en fait, il a déjà été demandé sur la table que le gouvernement démissionne et que le président s'en aille? Bon, lorsqu'il s'agit d'une tentative de coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État, on ne demande pas forcément au président de démissionner, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on demande au président de démissionner. C'est une prise de pouvoir par la force. Ce n'est pas un départ volontaire du président. Donc, il n'y a aucune raison de parler de cette question de démission. Aujourd'hui, c'est une journée importante puisqu'il y a, on le sait, à l'international, énormément de médiation, d'efforts et un front assez uni pour condamner justement le coup d'État du 26 juillet et le général Tiani et la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui condamne extrêmement fermement, c'est d'ailleurs assez inédit, presque historique, et qui donne un ultimatum à la junte, tout en évidemment ne leur reconnaissant pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes satisfait de cette réaction très très forte de vos voisins? Nous sommes satisfaits de cette réaction. C'est une réaction logique parce que d'abord c'est un coup d'État gratuit qui n'est basé sur aucun élément. D'habitude, lorsqu'il y a une situation de coup d'État, elle est toujours basée soit sur une crise politique, une crise sociale ou une crise économique. Aujourd'hui, le Niger n'est dans aucune de ces situations. Comme vous le savez, sur le plan sécuritaire, on est le pays qui fait le mieux. Sur le plan économique,
On est également le pays de la sous-région qui a le meilleur taux de croissance avec 11,9% observé l'année dernière et une perspective de 12% pour l'année prochaine. Donc c'est un pays qui est sur la bonne lancée en ce qui concerne l'économie. Sur le plan politique, comme vous le savez, nous entretenons le dialogue avec l'opposition. Sur le plan social également, nous entretenons un dialogue permanent avec toutes les forces sociales. Et donc, c'est une situation qui ne s'explique pas. C'est une situation qui ne s'explique pas. Sur le plan international, comme vous le savez, le Niger n'a que des amis. Nous n'avons pas d'ennemis. Et donc, dans les conditions comme ça, il est extrêmement compréhensible de comprendre la position adoptée par la CEDEAO, qui du reste est conforme aux décisions qui ont été adoptées au dernier sommet, le sommet qui s'est passé à Bissau, où les chefs d'État de la CEDEAO ont dit que il s'en est assez des coups d'État, des changements anticonstitutionnels, et que désormais la communauté doit prendre ses responsabilités à l'unanimité de ses dirigeants. Sidi Kaba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, auteur, spécialiste du Sahel et président donc du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Le chef de la junte, on a entendu, a justifié ce coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire, je cite, et aussi par la malgouvernance économique et sociale. Est-ce que ça vous semble correspondre à la réalité de la situation du pays ? Non, je pense que lorsque un événement de cette nature se produit, il y a toujours des arguments qui sont mobilisés. Mais il serait bon de regarder l'histoire sociopolitique récente du Niger pour comparer avec les précédents coups d'État. Les trois derniers coups d'État que le pays a connus en 1996, en 1999 et en 2010 ont été des coups d'État qui ont été perpétrés pour déjouer une situation de crise politique. Le pays s'est trouvé dans des impasses politiques et l'armée est intervenue sur la scène politique pour essayer de dénouer ces situations de crise politique. On n'est pas dans le même cas de figure. Il n'y a pas à proprement parler de crise politique au Niger. Il y a des tensions, comme il peut y avoir dans chaque pays, entre l'opposition et le pouvoir. Il y a une critique de la gestion du pouvoir, y compris les reproches qui sont faits en matière de gouvernance économique et sociale. Mais vous savez, dans une démocratie, la sanction d'une gestion se fait dans les urnes. Elle ne se fait pas à travers un coup d'État. Sinon, on en viendrait à avoir tout le temps des coups d'État. D'ailleurs, ce soir, l'entourage du président Bazoum parle d'un putsch pour convenance personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Oui, justement, l'entourage du président Bazoum dit qu'il n'y a pas de blocage politique, ni même une dégradation sécuritaire qui aurait pu justifier un coup d'État dans le contexte nigérien. On regarde au voisinage immédiat, que ce soit au Burkina ou au Mali, il y a quand même des situations de crise politique au Mali plutôt. Le premier coup d'État d'août 2020, il y avait une situation post-électorale, la législative de 2020, et cette instabilité, cette tension politique liée aux législatives s'est ajoutée à la crise, à la dégradation de la situation sécuritaire, a abouti au premier coup d'État. Au Burkina aussi, on peut voir le même schéma lorsque le président Roch a été élu en décembre 2020. En décembre, l'année suivante, il était dans l'incapacité de rétablir la situation de sécurité dans le pays, et l'insécurité s'est transformée en crise politique, et les deux ont provoqué. Le Niger n'est pas dans le même cas de figure, et je pense que c'est ça qui amène les partisans du président Bazoum à dire que c'est un coup d'État de convenance personnelle, puisque le pays ne faisait pas face à une crise politique et ne présentait pas une situation sécuritaire aussi dégradée que celle du Mali et du Burkina. Le général Tchani était le commandant de la garde présidentielle. Est-ce que ça veut dire que le président Bazoum n'avait pas la maîtrise de l'armée ? Oui, le président Bazoum n'a pas eu la même qualité de relation que son prédécesseur avec l'armée. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a mis du temps à prendre en main l'appareil sécuritaire. Pourquoi ? Il a gardé. Je pense qu'il a fait confiance, puisque sa relation avec le président Issoufou était des relations parfaites. Il a pensé qu'il pouvait garder les mêmes chefs de
forces de défense et de sécurité dont il a hérité, à mon avis, ça a été une mauvaise appréciation, puisque quand on prend le pouvoir, il faut prendre la réalité du pouvoir. Il aurait fallu, de son installation, justement, nommer la plupart des chefs de corps de l'armée, ce qu'il n'a pas fait. Et d'ailleurs, le général Tchani, qui a été nommé en 2011, a été maintenu 2 ans après par le président Bazoum à son poste. Sidi Kaba, après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger est le 4e pays de la région à être dirigé par des putschistes. Quelles peuvent être les conséquences sur la lutte contre le terrorisme? Absolument, il va avoir des conséquences qui peuvent être même désastreuses, puisque lorsque l'armée est mobilisée pour s'occuper de questions politiques, lorsqu'elle a un agenda politique et qu'elle est essentiellement absorbée, ça va la distraire, ça va la démobiliser de la lutte antiterroriste. Ça me semble important. Maintenant, l'autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que on a observé ces derniers temps que la coopération transnationale pour répondre aux défis terroristes a beaucoup reculé. Du fait de la mauvaise relation entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Mali, on a affaibli la construction de la réponse transnationale. Maintenant, l'hypothèse que l'on formule et qui peut peut-être être utile, c'est que comme il y a des pouvoirs militaires un peu partout dans ces pays, la coopération transnationale pourrait se faire plus facilement parce que on part de l'hypothèse que les militaires se parlent. Mais il faut prendre garde, à mon avis, à considérer la menace terroriste au Sahel comme une question purement militaire et sécuritaire. Les militaires vont dire, on va acheter davantage d'armes, on va recruter davantage de personnes. Ce serait une erreur de réduire la lutte contre le terrorisme au Sahel purement à la question militaire et sécuritaire. Il faudra intégrer la question du développement, la question de la cohésion sociale, la question de la fin de l'impunité. Des drapeaux russes, vous l'avez vu sur les images, sont apparus lors de la manifestation. Aujourd'hui, je vous pose la question sans embâge. Est-ce que l'hypothèse, dans le contexte d'un Sahel dirigé par des militaires issus de putsch et proches de Moscou, est-ce que l'hypothèse au Niger d'un putsch facilité, éventuellement par des mercenaires russes, est probable? Non, ça me paraît peu crédible. L'hypothèse d'un coup d'État inspiré par Moscou ou par les milices qui sont favorables, les relais de Moscou dans la région me paraît peu crédible. En revanche, ce qui est possible, c'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que la Russie se tient en embuscade et trouve dans le coup d'État une opportunité pour faire une offre au Niger en disant que avec nous, ce sera forcément meilleur qu'avec vos partenaires d'aujourd'hui. C'est celle des arguments et la situation d'aujourd'hui du Niger peut donner une opportunité puisque la Russie, qui est déjà en embuscade dans la sous-région, puisse venir faire une offre en disant que nous, on va vous faciliter les choses, notamment l'acquisition du matériel. Et on sait que l'armée nigérienne, comme toutes les armées de la sous-région, ont besoin, par exemple, d'une composante aérienne, des avions de combat, de transport de troupes, et la Russie en a. Dernière question, Céline, qui nous reste très peu de temps. Il y a des photos aujourd'hui qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont été relayées par le bras droit de Prigojine, le chef de Wagner, qui se trouverait, j'emploie un conditionnel de rigueur, à Saint-Pétersbourg, où s'est achevé aujourd'hui le sommet Russie-Afrique. Je rappelle aussi qu'au début du mois, le président du Bélarus avait confirmé le retour de Prigojine en Russie. Malgré la mutinerie de Wagner le mois dernier, est-ce que Poutine et Prigojine vous semblent encore être des alliés concernant l'Afrique? Absolument. Je pense que la Russie a besoin de Prigojine, a besoin de Wagner pour continuer à avoir une certaine influence. Poutine, vous voulez dire? Poutine a besoin de Prigojine, d'utiliser Wagner pour gagner, parce que, comme on se souvient, la Russie a commencé par le Soudan, ensuite la Centrafrique, ensuite le Mali, et elle a besoin de Prigojine pour continuer à asseoir son influence sur le continent africain. À mon avis, l'épisode l'endroit où l'épisode de la rébellion de Wagner peut se refermer très vite, c'est le continent africain, parce que Prigojine a besoin de Poutine et Poutine a besoin de Prigojine sur le continent africain. Sidi Kaba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Merci à vous, Sidi. Je vous en prie. Et afin d'analyser la situation au Niger ce soir, nous recevons Niagale Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bonsoir et merci d'être avec nous. À mes côtés également, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Africa TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Niagale Bagayoko, des militaires putschistes ont donc annoncé hier soir avoir renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum au Niger. Peut-on dire ce soir que ce putsch, ce coup d'État est acté ?
En tout cas, il s'agit d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État et non pas simplement d'un mouvement d'humeur comme cela a été initialement indiqué par les autorités civiles légitimes. Ce qui est frappant lorsque l'on voit ces images de ce CNSP bis, parce qu'il faut rappeler que cet acronyme, même si les termes ne sont pas identiques, est celui qui était utilisé par la junte malienne initialement, on voit que toutes les forces de défense et de sécurité sont représentées par les numéros 2 des ministères, ce qui laisse penser une certaine coordination qui va au-delà de la seule question d'un désaccord entre le président et le chef de sa garde présidentielle. Ousmane Diaye, à l'heure actuelle, Mohamed Bazoum, le président du Niger, n'a pas officiellement cédé le pouvoir. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Enfin, je pense qu'il y a clairement une tentative de résistance au coup de force, notamment le parti de Bazoum. On l'a vu, clairement, le ministre des Affaires étrangères qui assure l'intérim du Premier ministre, parce que le Premier ministre est en déplacement et que dans l'ordre protocolaire, quand le Premier ministre n'est pas là, il joue le rôle de Premier ministre, a clairement dit et affirmé chez nos confrères de France 24 qu'il n'entendait pas céder d'une seule pouce sur la légalité. Donc je pense qu'il y a une résistance de l'autorité légale, mais sans illusion, finalement, parce que quand vous discutez avec les responsables du parti, on voit clairement qu'ils n'ont plus la réalité du pouvoir, les frontières sont fermées de fait, les ministres, les autorités sont aux abonnés absents. Donc oui, je pense qu'il y a une forme de sursaut d'orgueil, mais qui, à mon avis, semble ce soir vaine. Niagali Bagayoko, le point de bascule aujourd'hui semble avoir été le retournement de la part du chef d'état-major des armées qui a fini par rejoindre les putschistes. Comment expliquer qu'hier l'armée loyaliste tentait d'attaquer le groupe, notamment qui retenait les mutins, qui retenait le président jusqu'à aujourd'hui ? Je pense que l'on assiste, comme on l'a vu aussi dans les pays voisins, à des concurrences, des compétitions internes à l'appareil sécuritaire du Niger. Il y a en effet de nouvelles unités qui ont acquis davantage d'influence grâce notamment au soutien international pour mener la lutte antiterroriste. On pense aux unités des forces spéciales. Le président Bazoum, de son côté, y compris lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, avait cherché à rééquilibrer les forces de sécurité intérieure, dont on parle peu souvent, par rapport au pôle strictement militaire des FAN, donc des forces armées nigériennes, notamment en appuyant davantage la garde nationale, etc. Il y a également la question des commandements, des opérations spéciales, celles dont on a parlé, par exemple l'opération Al-Maou déployée dans la région de Tillabéri. Je pense que ce qui se négocie en ce moment, ce sont justement les équilibres entre ces différents acteurs au sein de la chaîne militaro-sécuritaire du Niger. Ousmane Diaye, quelles sont ou quelles pourraient être les raisons qui expliquent qu'en l'espace de quelques heures, le Niger est basculé dans cette situation ? Je pense pas qu'il y ait une raison, je pense qu'il y a mille et une raisons. Il me semble que l'armée nigérienne était déjà fragile et fragilisée, de fait. On voit clairement que malgré l'arrivée du président Bazoum, les défaites ont continué. On voit clairement que sur le front de la zone des 3 frontières, comme sur le front Boko Haram, la stratégie des djihadistes n'était plus d'attaquer les civils, ils ont quand même attaqué des camps importants, des camps stratégiques et qui ont été des traumatismes importants dans l'armée nigérienne. Après, je trouve que pour comprendre aussi, avec un peu de recul, l'armée nigérienne est ultra politisée. Elle a toujours été un recours politique, malheureusement. En fait, il y a une forme d'anomalie originelle, qui dure. Moi, j'ai l'impression, parfois je le dis, que la démocratie, les périodes de démocratie au Niger, c'était des parenthèses, en fait. Quand vous prenez après l'indépendance en 74, Kountché arrive, c'est de 74 jusqu'en 93, c'est des régimes militaires. La norme est que l'armée exerce sa domination sur le politique.
Quand le politique a dominé l'armée, c'était des exceptions, et ça s'est toujours mal fini. Parce que quand on a fait la conférence nationale dans les années 90, on fait des élections, pour la première fois les civils arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Les civils ne s'entendent pas entre eux. Il y a une cohabitation entre Mahaman Ousmane et Hama, et ça s'est fini par un coup d'État. Un coup d'État de Barham Aïn Sarraj qui permet de sortir de ce blocage. Même chose aussi, quand le président Tanja tente un 3e mandat au mépris de la Constitution, c'est l'armée qui fait un coup d'État, organise des élections transparentes et remet le pouvoir aux civils. Donc je pense que l'armée nigérienne est dans une logique d'avoir un droit de regard sur les politiques. En démocratie, en république, l'armée est soumise aux politiques. Ici, on a cette distorsion originelle et que je pense que l'armée traîne toujours. Avec tout ce que vient de nous dire Ousmane Diaye, ce coup d'État, en fin de compte, était-il prévisible ? Si l'on s'inscrit dans cette trajectoire historique, et je rejoins totalement Ousmane, et je pense que la description qu'il vient de faire de cette sorte de consanguinité finalement entre les acteurs civils et les acteurs militaires est propre à l'ensemble des pays du Sahel. Si on les regarde, aujourd'hui, tous sont dirigés par des militaires, qu'ils aient été désignés légitimement ou non, et on s'aperçoit que ce mode de gouvernance en fait non pas des acteurs techniques, comme on croit qu'ils le sont dans le cadre de tous ces programmes de réforme de la gouvernance, de la sécurité, mais bien des acteurs politiques à part entière. Donc de ce point de vue-là, oui, ce nouvel épisode s'inscrit dans cette dynamique qui fait que les militaires sont au cœur du pouvoir et très intégrés aux dynamiques des acteurs politiques civils. Et nous sommes toujours en direct avec Bakary Sambé, le directeur du Timbuktu Institute. La position de la France, elle est intenable aujourd'hui. Les forces armées vont devoir partir, à votre avis ? Oui, je crois que la France s'était déjà mise dans la logique de réadaptation de sa présence. Déjà au Niger, la présence n'était plus du même type qu'on connaissait au Mali. C'était l'armée française derrière, mais c'était les soldats nigériens qui menaient les opérations. Je crois que la France était dans une logique d'accompagnement. Aujourd'hui, cette présence qui a été quand même critiquée par certains membres de la société civile. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le Sahel, la nouvelle réalité, c'est que les sociétés civiles se sont réappropriées les questions sécuritaires et que les gouvernants ne sont plus les seuls à décider. On a vu ce qui s'est passé à Terra, on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'il va être une question centrale de cette présence militaire française. Sous quelle forme et surtout est-ce qu'elle va durer aujourd'hui et quelle sera la position des nouvelles autorités. On a entendu le couac hier entre les nouvelles autorités et cet atterrissage de l'avion français qui a été assez critiqué à Niamey. Je crois que les prochains jours vont être assez denses en termes de réflexion mais aussi en termes de prospective sur effectivement cette présence française au Niger mais dans l'ensemble au Sahel. Quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'on va voir Wagner qui va arriver dans le pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le Niger est une pièce maîtresse dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas oublier son rôle principal dans la fondation, dans la création du G5 Sahel. Aujourd'hui où il y a une absence de continuité territoriale du G5 Sahel avec le départ du Mali, le Niger restait une pièce maîtresse. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Et les présidents africains en sont conscients. L'Europe et nous, malgré toutes les réformes qu'il faut apporter dans la coopération, nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel a son incidence en Europe et vice-versa. Je crois que maintenant, il faudrait entrer dans cette logique de gestion de la nouvelle interdépendance que d'être dans des problématiques de conflit, en tout cas d'opposition des intérêts, parce que la lutte contre le terrorisme est un impératif sécuritaire à gérer, non pas seulement par les pays africains, mais avec leurs partenaires européens et même américains, si on sait que les Américains sont déjà installés à Agadez dans une base là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers la gestion de cette interdépendance-là. Il serait dommageable qu'au Niger, qu'on entre dans la même situation qu'au Mali.
Eh bien, c'est comme ça, n'a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Nous disons merci pour attention, continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa cap passé dans